Les larmes silencieuses de Madame Rosa coulaient sur son visage, tandis qu'elle emballait à la hâte ses quelques vêtements dans un vieux sac en plastique. Il était 2 heures du matin et la maison baignait dans le silence, mais ses mains tremblaient tellement que chaque mouvement semblait résonner comme un coup de tonnerre. Son mari, Monsieur Joachim, était assis au bord du lit, serrant fermement le seul portrait qu'ils avaient de leurs enfants quand ils étaient petits. « Nous ne pouvons plus rester ici, mon amour, » murmura-t-il, sa voix rauque chargée de 60 ans de lutte et de travail honnête. « As-tu entendu ce qu'elle a dit au téléphone ce matin? Elle veut nous voir morts. » Le plan macabre qu'ils avaient découvert par hasard résonnait encore dans leurs oreilles comme une sentence de mort. La belle-fille, cette femme qu'ils avaient un jour appelée « fille », avait parlé à quelqu'un de médicaments, de doses modifiées, de la manière dont ce serait plus facile si les 2 vieux ne se réveillaient plus un matin. Les mots glacèrent le sang de Rosa lorsqu'elle les entendit par la porte entr'ouverte de la chambre. L'histoire avait commencé de façon bien différente. Lorsque Roberto, leur fils unique, avait ramené Elena à la maison pour la première fois, Rosa avait préparé le meilleur dîner possible avec le peu d'argent dont il disposait. Joachim avait ciré ses chaussures les plus récentes et avait même réussi à obtenir un prêt pour acheter une bouteille de vin. Il voulait faire bonne impression sur la jeune femme qui avait conquis le cœur de leur fils. Elena avait souri ce jour-là, complimenté la nourriture et embrassé Rosa avec une affection apparente. Mais Rosa avait remarqué quelque chose d'étrange dans le regard de la jeune femme, une froideur qui ne correspondait pas à ses gestes affectueux. C'était comme si elle jouait un rôle, analysant chaque recoin de la modeste maison, chaque meuble ancien, chaque signe de la situation financière de la famille. « Elle semble être une bonne fille », avait dit Joachim cette nuit-là, mais Rosa était restée silencieuse, une inquiétude inexplicable grandissant dans sa poitrine. Les premiers signes étaient venus subtilement. Après le mariage, lorsque Roberto avait amené Elena vivre dans la maison que Joachim avait construite de ses propres mains, elle avait commencé à faire de petites remarques. « Quel intéressant ce canapé vintage !» disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous habitez ici depuis combien de temps déjà ?» Les enfants étaient nés, d'abord Diego, puis Amanda. Rosa et Joachim fondaient d'amour pour leurs petits-enfants, mais Elena trouvait toujours un moyen d'intervenir. « Pas besoin de les prendre autant dans les bras, Madame Rosa. Ils deviennent capricieux. Monsieur Joachim, les enfants ne peuvent pas manger de sucreries avant le dîner. » De petites corrections qui, cumulées, créaient une atmosphère de tension constante. Roberto, aveuglé par l'amour et fatigué de ses doubles journées de travail, était rarement à la maison pour percevoir ces subtilités. Lorsqu'il arrivait, Elena était toute sourire et gentillesse, surtout devant lui. Mais Rosa voyait comment la belle-fille changeait lorsqu'il partait le matin. Le changement le plus radical est survenu lorsque Joachim a eu sa première crise cardiaque. Pendant les 3 jours où il est resté à l'hôpital, Elena a fait des commentaires qui glacèrent le cœur de Rosa. « Cela doit être difficile de s'occuper d'une personne âgée », disait-elle en rangeant les médicaments. Surtout lorsqu'elle devient dépendante de tout. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir comment les enfants commençaient à changer. Diego, qui auparavant courait dans les bras de ses grands-parents, les saluait maintenant avec une politesse distante. Amanda, leur petite fille chérie, répétait des phrases qu'elle avait clairement apprises de sa mère. « Papy et mamie sont très vieux, hein? Ils ne peuvent plus rien faire correctement. » Rosa avait essayé de parler à Roberto plusieurs fois, mais Elena avait toujours une explication plausible pour tout. « Ta mère se trompe, » disait-elle avec une inquiétude feinte. « Peut-être vaut-il mieux qu'elle fasse des examens. Là j'arrive. » La goutte d'eau est venue lorsque Rosa a découvert Elena en train de rechercher sur Internet overdose accidentelle de médicaments chez les personnes âgées et de discuter au téléphone de la facilité avec laquelle il pourrait simplement disparaître. Le plan était réel, méticuleux et terrible. Maintenant, au milieu de la nuit, tandis qu'ils emballaient toute une vie dans 2 sacs, Rosa sentait son cœur brisé. Quitter cette maison signifiait abandonner les souvenirs, les petits-enfants, le fils qu'ils aimaient tant. Mais cela signifiait aussi survivre. « Où allons-nous » demanda-t-elle en essayant de maîtriser ses pleurs. « Nous allons marcher jusqu'au lever du jour » répondit Joachim, tenant sa main fermement. « Ensuite, nous verrons. » Ils ouvrirent la porte arrière avec précaution, marchant lentement pour ne pas faire de bruit. Le vent froid de la nuit les frappa au visage comme un rappel de la réalité qui les attendait dans les rues. Si vous suivez cette histoire et voulez savoir comment Rosa et Joachim ont réussi à échapper à cette situation désespérée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette aventure émouvante. Le soleil se levait à l'horizon lorsqu'Elena descendit à la cuisine et remarqua que la porte arrière était entr'ouverte. Un sourire cruel se forma sur ses lèvres. Enfin, les 2 vieux avaient quitté sa vie. Pas de la manière qu'elle avait planifiée, mais le résultat serait le même. Elle avait toujours su que ce jour arriverait. Depuis le moment où elle avait rencontré Roberto à une fête de l'entreprise où elle travaillait comme réceptionniste,
Elena avait calculé chacun de ses mouvements. Il n'était pas exactement ce qu'elle avait rêvé. Un homme simple, ouvrier, sans grandes ambitions. Mais il possédait quelque chose dont elle avait besoin. Une maison héritée de ses parents. Ce qu'Elena ne s'attendait pas à trouver, c'était que les anciens propriétaires y vivaient encore. Pendant les premiers mois de leur relation, elle fit semblant de ne pas être dérangée par Rosa et Joachim. Elle souriait, faisait des câlins, aidait même aux tâches ménagères. Mais intérieurement, chaque minute dans cette maison était une torture. La façon dont il parlait trop fort, comment Rosa chantonnait en cuisinant, comment Joachim réparait de vieilles choses au lieu d'en acheter de nouvelles. Tout cela l'irritait profondément. Lorsque Roberto lui demanda sa main en mariage, Elena posa une condition. Après le mariage, ils devraient avoir leur propre maison. Roberto essaya d'expliquer qu'il n'avait pas d'argent pour déménager, que ses parents étaient âgés et avaient besoin de soins, que cette maison avait de la place pour tous. Elena céda temporairement, mais savait déjà qu'elle trouverait un moyen de résoudre la situation. L'arrivée des enfants changea la dynamique. Elena réalisa que Rosa et Joachim étaient encore plus importants pour Roberto. Ils étaient les gardiens gratuits pendant qu'elle et son mari travaillaient. Elle dut reformuler sa stratégie. C'est alors qu'elle découvrit le pouvoir de la manipulation psychologique subtile. Elena commença petit. Des commentaires apparemment innocents sur le fait que Rosa oubliait des choses dernièrement. Elle a laissé la cuisinière allumée encore une fois. Chérie, c'est dangereux. Des remarques sur la lenteur de Joachim. Il a mis presque 1 heure pour changer une ampoule. Avant, il le faisait en 5 minutes. Avec les enfants, elle adopta une approche différente. Elle enseigna à Diego que les grands-parents étaient trop vieux pour des jeux agités. Elle dit à Amanda que Rosa ne savait pas bien s'occuper de ses cheveux, que seule maman savait faire de belles coiffures. De petites graines de mépris qui grandissaient jour après jour. Le plan évolua lorsqu'Elena obtint un meilleur emploi dans une clinique privée. Là, elle parla avec des médecins, fit des recherches sur les médicaments, apprit les dosages. Elle découvrit combien il serait facile de faire passer cela pour un accident. 2 corps âgés, des cœurs fragiles, personne ne soupçonnerait autre chose que des causes naturelles. Mais Elena sous-estimait l'astuce de Rosa. La veille, alors qu'elle parlait au téléphone avec sa sœur des problèmes qu'elle rencontrait à la maison, Rosa écoutait chaque mot à travers la porte entr'ouverte. Ce serait tellement plus facile s'il ne se réveillait pas un matin, dit Elena, expliquant les détails sur la manière d'augmenter progressivement les doses des médicaments de pression de Joachim. Maintenant, observant la maison silencieuse, Elena appela Roberto au travail. Sa voix était chargée d'inquiétude feinte. « Chérie, tes parents ont disparu. La porte arrière était ouverte quand je me suis réveillé. Je pense que ton père a eu un autre épisode de confusion mentale et qu'ils sont partis se promener. J'ai déjà appelé la police. » Roberto laissa tout et courut à la maison. Il trouva Elena en larmes dans le salon, consolée par une voisine. « Ils ont pris quelques vêtements, » dit-elle entre sanglots. « Je pense qu'ils ont planifié ça. Peut-être qu'ils ont un problème mental plus sérieux que nous ne le pensions. » Diego et Amanda regardaient la scène, confus. « Où sont les grands-parents » demanda Amanda, mais Elena la distraya rapidement avec la promesse d'une glace si elle se montrait sage. Pendant que Roberto sortait désespéré à la recherche de ses parents dans les rues, Elena en profita pour fouiller leur chambre. Elle trouva des notes de Rosa dans un vieil agenda. Numéro de téléphone de parents éloignés, anciennes adresses. Elle rangea tout dans un tiroir verrouillé. Si Rosa essayait de contacter quelqu'un de la famille, Elena serait prête. La police vint, posa des questions de routine. Elena joua parfaitement le rôle de belle-fille inquiète. Ce sont des gens simples, messieurs. Ils n'ont nulle part où aller. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose de mal. Lorsque Roberto revint les mains vides, Elena le serra fort dans ses bras. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Nous allons les retrouver. » Mais intérieurement, elle espérait que cela n'arriverait jamais. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Elena dîna à sa table sans avoir à entendre Rosa commenter la nourriture ou Joachim se plaindre de la télévision trop forte. Diego demanda des nouvelles des grands-parents, mais elle le distraya avec des jeux sur la tablette. Amanda pleura un peu, mais oublia vite avec un nouveau dessin animé. Elena avait enfin la maison de ses rêves. Maintenant, il ne restait plus qu'à s'assurer que Rosa et Joachim ne reviendraient jamais pour gâcher sa vie parfaite. Pendant que Roberto passait la nuit éveillé, inquiet et passant des appels aux hôpitaux, Elena dormait profondément, rêvant des projets de rénovation qu'elle ferait dans la chambre des vieux. Rosa et Joachim passèrent 3 jours à dormir sur des bancs de parc et à demander de l'eau dans des commerces. Leurs économies ne suffisaient que pour quelques repas basiques, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas continuer ainsi longtemps. C'est alors que Joachim se souvint de Madame Conceição. Cette dame qui vivait dans la rue d'en bas quand Roberto était petit,
dit-il en marchant le matin du 4e jour. Elle disait toujours que si nous avions besoin de quelque chose, il suffisait de la chercher. Rosa doutait que cette vieille connaissance soit encore en vie, mais ils n'avaient pas d'autre option. Ils se dirigèrent vers le quartier ancien où ils habitaient auparavant, marchant pendant des heures sous le soleil brûlant. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse, une femme noire aux cheveux gris ouvrit la porte et faillit s'évanouir en les reconnaissant. « Mon Dieu! Rosa! Joachim! Que vous est-il arrivé ?» Madame Conceição les accueillit à bras ouverts, offrit un bain, de la nourriture et un lit. Pendant le dîner, Rosa raconta toute l'histoire, depuis les premières suspicions sur Helena jusqu'à la découverte du plan macabre. Conceição écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Cette femme est dangereuse, dit-elle enfin. Vous avez eu raison de fuir. Mais maintenant, il faut réfléchir à ce que nous allons faire. » C'est Conceição qui suggéra la stratégie qui changerait tout. « Mon petit-fils travaille dans une société de sécurité. Il peut se procurer de petits équipements, imperceptibles. Si vous revenez, mais avec des preuves de ce qu'elle fait. » L'idée était risquée. Rosa et Joachim devraient retourner volontairement à la maison, faire semblant d'être perdus et confus, et documenter secrètement les actions d'Helena. Mais d'abord, ils avaient besoin d'un plan détaillé. Pendant une semaine, les trois élaborèrent chaque étape. Conceição prêta ses économies pour acheter un petit enregistreur numérique, presque invisible, pouvant être caché dans les vêtements. Son petit-fils obtint une micro-caméra déguisée en bouton. Ils mirent également en place un système de communication. Rosa appellerait Conceição tous les jours à une heure précise, en utilisant un code pour signaler si tout allait bien. « Si je n'ai pas de nouvelles dans les 24 heures, j'appelle immédiatement la police, » dit Conceição en remettant à Rosa un téléphone ancien mais fonctionnel. « Cachez-le là où elle ne cherchera jamais. » Le plan avait un autre élément crucial. Diego, le petit-fils aîné, avait toujours montré un véritable attachement pour ses grands-parents, malgré l'influence négative de sa mère. Rosa croyait que le garçon pouvait être un allié, s'il était approché correctement. « Il a 12 ans, il comprend déjà beaucoup de choses, » dit-elle à Joachim. « Si nous pouvons lui parler en privé, peut-être qu'il aidera. » Le matin du retour, Rosa et Joachim marchèrent lentement vers la maison, portant leurs sacs comme des errants perdus. Le cœur de Rosa battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Roberto les rencontra le premier, à 2 rues de la maison. Il courut, cria, pleura, serra les deux dans ses bras avec désespoir. « Papa! Maman! Où étiez-vous? Nous vous avons cherché partout. » « Nous étions confus, » mentit Joachim, suivant le script répété. « Nous sommes sortis pour marcher et nous nous sommes perdus. Heureusement, quelques bonnes personnes nous ont aidés. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Helena était à la porte. Rosa observa attentivement son expression. Pendant une fraction de seconde, elle vit de l'agacement et de la colère, avant que le masque de soulagement ne se forme sur le visage de sa belle-fille. « Vous nous avez fait une de ces peurs, » s'exclama Helena en forçant un câlin. « Nous étions tellement inquiets. » Mais Rosa remarqua comment Helena évitait de la regarder directement dans les yeux, et comment ses mains étaient tendues pendant ce câlin forcé. Pendant le déjeuner, Helena posa des questions subtiles sur l'endroit où ils avaient séjourné, avec qui ils avaient parlé, s'ils avaient parlé à quelqu'un de la famille. Rosa et Joachim maintinrent la version de la confusion mentale, disant qu'ils se souvenaient à peine des détails. La première occasion se présenta en fin d'après-midi. Helena sortit chercher Amanda à l'école, et Diego resta à la maison pour faire ses devoirs. Rosa s'approcha du petit-fils avec précaution. « Diego, puis-je te parler une minute ?» Le garçon leva les yeux de son cahier, et Rosa y vit la même bonté qu'elle reconnaissait chez son père quand il était enfant. « Bien sûr, mamie. Tu as ressenti notre absence quand nous sommes partis. » Diego hocha vigoureusement la tête. « Beaucoup. Maman a dit que vous étiez devenu fou et que vous vous étiez perdu. »« C'est vrai ?» Rosa prit une profonde inspiration. C'était le moment crucial. « Diego, tu as confiance en mamie. »« Oui. »« Alors je dois te raconter quelque chose de très important, mais tu dois promettre que ce sera notre secret, jusqu'à ce que je te dise que tu peux en parler à papa. D'accord ?» Le garçon hésita, mais acquiesça. « Ta mère veut faire du mal à papy et mamie. Nous ne sommes pas partis parce que nous étions confus. Nous sommes partis parce que nous avons découvert qu'elle veut vraiment nous blesser. » Diego pâlit. « Comment ça, mamie ?» Rosa prit la main de son petit-fils. « As-tu déjà remarqué comment ta mère parle de nous quand ton père n'est pas là ?» Le garçon baissa les yeux. « Oui, » murmura-t-il. « Elle se plaint toujours que vous dérangez. Et toi, tu es d'accord avec elle ? » « Non, je vous aime. » À ce moment-là, Rosa sut qu'elle avait un allié.
Alors, tu vas m'aider à protéger papy et à découvrir la vérité sur ta mère. L'occasion parfaite se présenta 3 jours après leur retour. Roberto dut voyager pour le travail pendant 2 jours, et Elena pensa qu'elle pourrait enfin mettre son plan à exécution sans interruption. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rosa était prête, avec l'enregistreur caché dans la poche de son tablier et Diego, qui aidait secrètement à documenter chaque geste suspect. Le premier matin sans Roberto, Elena se leva plus tôt que d'habitude. Rosa fit semblant de dormir lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir, mais elle était parfaitement éveillée. À travers l'interstice de la porte entr'ouverte, elle vit Elena entrer dans la salle de bain où étaient rangés les médicaments de Joachim. L'enregistreur capta parfaitement le bruit des emballages qu'on ouvrait et celui des comprimés manipulés. Elena augmentait les dosages, exactement comme Rosa l'avait entendu lors de la conversation téléphonique. Lorsqu'Elena descendit pour préparer le café, Rosa réveilla Joachim et lui murmura rapidement ce qu'elle avait vu. Ils descendirent ensemble, feignant la normalité. « Bonjour, Elena, » dit Rosa, observant attentivement tandis que sa belle-fille préparait le café et séparait les médicaments du matin de Joachim. « Bonjour. Vous avez bien dormi ?» Elena sourit, mais Rosa remarqua que ses mains tremblaient légèrement en tendant les comprimés à son mari. Joachim, suivant le plan, fit semblant de prendre les médicaments mais les cacha en réalité sous sa langue, puis les recracha discrètement dans une plante lorsqu'Elena ne regardait pas. Pendant le petit déjeuner, Diego arriva de l'école plus tôt, prétendant que les cours avaient été annulés. En réalité, Rosa lui avait demandé de faire semblant d'être malade afin de pouvoir aider à la mission. Le garçon se positionna stratégiquement dans le salon, feignant de jouer sur la tablette, mais filmant en réalité avec la microcaméra que Rosa avait cachée dans son manteau. C'est alors qu'Elena commit l'erreur fatale. Amanda se mit à pleurer, se plaignant de maux de ventre. Elena, irritée par l'interruption de ses plans, perdit son sang-froid quelques secondes. « Tais-toi, Amanda. Ce n'est rien, » cria-t-elle, avec une violence dans la voix que Roberto n'entendait jamais. « Tais-toi et bientôt papy et mamie ne dérangeront plus personne dans cette maison. » Rosa sentit son sang se glacer, mais garda une expression neutre. Diego, qui filmait, écarquilla les yeux d'horreur en entendant les mots de sa mère. Elena se rendit compte qu'elle en avait trop dit et tenta de se reprendre, mais le mal était fait. « Pardon, Amanda, » dit-elle d'une voix faussement douce. « Maman est stressée. Et si on jouait à la poupée ?» Mais Amanda, même petite, avait remarqué le changement dans le ton de sa mère. Elle courut dans les bras de Rosa, cherchant le réconfort qu'elle n'avait pas trouvé chez sa propre mère. Pendant le déjeuner, Elena tint à préparer elle-même l'assiette de Joachim. Rosa vit lorsqu'elle ajouta quelque chose à l'assaisonnement, une poudre blanche qui n'était clairement pas du sel. Une fois de plus, Joachim fit semblant de tout manger, mais écarta secrètement la nourriture dans un sac qu'ils cachèrent ensuite dans la poubelle. L'après-midi apporta le moment décisif. Elena reçut un appel de sa sœur et, pensant que tout le monde était occupé, parla ouvertement de ses plans. « C'est presque terminé, » dit-elle au téléphone en marchant dans le jardin. « Encore quelques jours avec les doses augmentées et le problème sera réglé. Le vieux a de toute façon le cœur fragile. Personne ne soupçonnera autre chose que des causes naturelles. » Diego était caché derrière le rideau du salon, filmant tout à travers la vitre de la fenêtre. Rosa, dans la chambre, enregistrait chaque mot grâce à l'enregistreur qu'elle avait dissimulé dans une plante près de la fenêtre. Après leur départ, je vais convaincre Roberto de vendre cette vieille maison et d'en acheter une meilleure, dans un quartier plus chic, continua Elena. Les enfants me remercieront en grandissant. Ils ne se souviendront même plus de ces 2 vieux inutiles. Ce furent les dernières paroles qu'Elena prononça en tant que maîtresse de cette maison. Rosa et Diego se retrouvèrent dans la chambre des grands-parents et révisèrent rapidement le matériel collecté. Ils avaient des enregistrements audio compromettants, des vidéos montrant Elena manipulant les médicaments et le témoignage même de Diego sur les mauvais traitements constants. « On appelle papa maintenant ?» demanda Diego, les yeux pleins de larmes. « On appelle ton père maintenant », confirma Rosa. L'appel à Roberto dura 40 minutes. Rosa envoya les audios par message, Diego envoya les vidéos, et ensemble ils racontèrent chaque détail de ce qu'ils avaient découvert. De l'autre côté du fil, Roberto pleurait de rage, d'incrédulité et de culpabilité. « Je rentre tout de suite, » dit-il d'une voix étranglée. « Ne bougez pas. Ne la laissez pas s'approcher de vous. » Lorsqu'Elena revint du jardin, elle trouva Rosa, Joachim et Diego assis dans le salon, l'attendant. Il y avait quelque chose de différent dans la posture des 3, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « C'est fini, Elena, » dit Rosa d'une voix ferme. « Nous savons tout. » Le visage d'Elena pâlit, mais elle tenta de garder la façade. « De quoi parlez-vous » Diego se leva et montra le portable avec les vidéos. « De tout, maman. »
Des mensonges, des médicaments, de tes plans pour tuer papy et mamie. Elena regarda son fils, puis ses beaux-parents, et sut que sa vie parfaite venait de prendre fin. Roberto arriva à la maison 3 heures après l'appel, accompagné de 2 policiers et d'un avocat. Elena tenta une fois de plus de jouer le rôle de l'épouse et de la belle-fille dévouée, mais les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements audio, les vidéos, le témoignage de Diego et même les comprimés falsifiés que Rosa avait conservés comme preuve, tout conspirait contre elle. « C'est un malentendu », insistait Elena, mais sa voix n'avait plus la même assurance qu'avant. « Je ne leur ferai jamais de mal. J'ai toujours pris grand soin de cette famille. » L'avocat fit écouter l'un des enregistrements les plus compromettants, où Elena parlait ouvertement de l'augmentation des doses et de combien il serait mieux quand les vieux ne seraient plus là. Sa propre voix la condamnait sans possibilité de défense. Roberto regardait la femme qu'il avait aimée comme s'il voyait un fantôme. « Comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Ce sont mes parents, Elena. Mes parents. »« Tu ne comprends pas, » cria-t-elle, abandonnant enfin son masque de bonté. « Ce sont un poids mort dans cette maison. Des vieux inutiles qui ne font que gêner notre vie. Nos enfants méritent mieux. » Diego recula, horrifié par la transformation de sa mère. Amanda, qui était arrivée de l'école pendant l'affrontement, se mit à pleurer en voyant les policiers dans le salon et les adultes crier. C'est Rosa qui se pencha et prit sa petite fille dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie, » murmura-t-elle. « Mamie est là. » L'enquête policière révéla des détails encore plus troublants. Elena avait étudié des méthodes d'empoisonnement pendant des mois, consulté des sites sur les overdoses de médicaments et avait même contacté des personnes douteuses pour savoir comment accélérer la mort des personnes âgées sans éveiller de soupçons. Les policiers trouvèrent dans sa chambre un carnet contenant des notes détaillées sur les horaires de prise des médicaments de Joachim, des calculs sur les doses létales et même des croquis sur la façon dont elle réorganiserait la maison après la mort de ses beaux-parents. Roberto prit la décision la plus difficile de sa vie. Le cœur brisé, il demanda le divorce et sollicita la garde exclusive des enfants. Elena fut inculpée pour tentative d'homicide et complot et emmenée en détention en attendant son procès. Dans les jours qui suivirent, la maison resta étrangement silencieuse. Diego se sentait coupable d'avoir filmé sa propre mère, même sachant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Amanda posait sans cesse des questions sur l'endroit où était partie maman, sans comprendre pleinement la gravité de la situation. C'est Rosa qui rassembla ses forces pour reconstruire l'harmonie familiale. « Maintenant, nous sommes 4, » dit-elle lors du dîner de la première semaine sans Elena. « Et nous allons prendre soin les uns des autres comme une vraie famille doit le faire. » Roberto, dévasté par la culpabilité de ne pas avoir perçu les signes, demanda pardon à ses parents à plusieurs reprises. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» pleurait-il. « J'ai failli vous perdre à cause de mon ignorance. »« Fils, » dit Joachim en posant la main sur l'épaule de Roberto, « parfois l'amour nous aveugle face aux défauts des gens. Tu as voulu voir le meilleur en elle, il n'y a rien de mal à cela. » La guérison de la famille fut un processus graduel. Diego commença à parler plus ouvertement avec ses grands-parents, découvrant des histoires sur son père enfant, apprenant les luttes qu'ils avaient traversées pour construire cette maison. Amanda, initialement réticente, redécouvrit progressivement l'affection pour ses grands-parents qu'Elena avait tenté de détruire. Rosa reprit sa routine de préparer les plats favoris de la famille, de chantonner le matin et de s'occuper du jardin que Elena critiquait toujours. Joachim recommença à réparer les objets cassés de la maison, enseignant à Diego la valeur de préserver plutôt que de jeter. 6 mois après l'épisode, la famille avait retrouvé un nouvel équilibre. Roberto apprit à valoriser la sagesse de ses parents, Diego découvrit que ses grands-parents étaient une source inépuisable d'histoires fascinantes, et Amanda développa un lien spécial avec Rosa, qui lui enseignait recettes et chansons anciennes. Elena fut condamnée à 8 ans de prison. Pendant le procès, même sa propre famille ne vint pas la soutenir. Ses sœurs s'éloignèrent en apprenant les détails de l'affaire, horrifiées par le cynisme de ses plans. 1 an plus tard, Madame Conceição rendit visite à la famille un dimanche après-midi. Elle trouva Rosa jouant dans le jardin avec Amanda, Joachim apprenant à Diego à changer le pneu de son vélo et Roberto préparant un barbecue. « Comment ça va ?» demanda la vieille amie. « Nous apprenons que la famille n'est pas une question de perfection, » répondit Rosa en souriant. « C'est une question d'amour, de respect et de soins mutuels. Elena a failli nous faire oublier cela, mais maintenant nous savons que chaque génération a quelque chose de précieux à offrir. » Roberto s'approcha et serra sa mère dans ses bras. « J'ai failli perdre les plus grands trésors de ma vie, » dit-il. « Maintenant je comprends que vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes notre bibliothèque vivante, notre racine, notre histoire. » Diego courut vers le groupe, couvert de graisse mais souriant. « Papy m'a appris à réparer la chaîne du vélo. Maintenant je peux montrer à mes amis aussi. »
Amanda arriva peu après, portant un gâteau qu'elle avait fait avec Rosa. Mamie a dit que cette recette vient de son arrière-grand-mère, annonça-t-elle fièrement. Ce dimanche ensoleillé, tandis que 4 générations se rassemblaient autour de la table, Rosa comprit que tous les dénouements ne doivent pas être tragiques. Parfois, lorsque les bonnes personnes luttent pour le véritable amour, même les situations les plus désespérées peuvent se transformer en nouveau départ. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur la valeur des aînés dans nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'amour et de respect familial.